Bien, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait du monde, je ne m'attendais pas à ça. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet? Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet qui m'a personnellement touché et qui a même participé dans une certaine mesure à engager un changement de vie. Et c'est pour moi qui était quelqu'un de toujours très cartésien, de très matérialiste. Cette théorie-là m'a permis d'aller au-delà de ce matérialisme et de voir qu'autre chose pouvait être possible aussi. Et voilà, donc j'étais un ancien ingénieur. J'ai fait ça pendant près de 5 ans et en fait, quand je m'étais engagé dans cette voie-là, à l'époque, je recherchais deux choses qui sont importantes pour moi. C'est la liberté d'action au quotidien, d'être capable de travailler selon mes propres valeurs et d'être moi-même au travail. Et deuxième chose, c'était de sentir que ce que je fais a du sens et que ça apporte de la valeur aux personnes avec qui je travaille, aux personnes qui m'entourent et pourquoi pas à la société. Et en fait, de ce point de vue-là, ça a été, je dois le dire, une désillusion. Et assez rapidement, j'ai su qu'il fallait que je fasse autre chose. Mais quoi Il existe tellement de possibilités. Pardon? Plus fort? Ouais, ok, je vais essayer de parler plus fort. Donc il fallait que je fasse autre chose, mais je ne savais pas véritablement vers quoi me tourner, puisqu'il existe une infinité de possibilités. Et surtout, après avoir fait 5 ans d'études, avoir fait quelques sacrifices, et s'être engagé vraiment corps et âme dans une voie, c'est très compliqué de se dire qu'on va changer de voie. Et en fait, un jour, j'ai découvert ce qui allait être mon nouveau métier. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert à peu près au même temps que je découvrais cette théorie-là. Et deux choses qui arrivent en même temps et qui peuvent avoir un impact aussi important dans ma vie, ça pouvait pas être le fruit d'un hasard. Donc je l'ai véritablement pris comme une synchronicité et c'est en partie ce qui a participé à me pousser, vraiment très très peu de temps après cette découverte-là, à participer à un séminaire de formation qui, dans ce nouveau métier-là. Dans quel métier? Alors c'est le métier de l'éducation financière. Voilà, donc ça m'a amené vers cette nouvelle voie-là. Donc je suis allé à ce séminaire de formation et en rentrant de ce séminaire, j'ai eu une deuxième synchronicité. C'était le fait que donc le jour de mon anniversaire, c'était quelques jours après le séminaire, on m'a offert un livre qui décrivait en fait, dont l'histoire en fait décrivait de façon très très similaire le déclic que je venais d'avoir quelques semaines auparavant. Et pour couronner le tout, comme si c'était pas assez clair, à la fin du livre, au détour d'une phrase, apparaît le mot synchronicité. Alors que c'est un mot que j'avais quasiment jamais vu avant, que je ne connaissais pas. Et pour moi, voilà, encore une fois, ça pouvait pas être le fruit du hasard, ça devait être une synchronicité. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact important dans ma vie et qui a participé à ce changement de vie. Donc, ce que je vous propose là, de découvrir cet après-midi, c'est on peut voir ça comme le chemin qui peut mener vers de la physique, de la science, vers la spiritualité et potentiellement la synchronicité qui en est en quelque sorte l'un des aboutissements. Mais avant de commencer, il faut quand même que je vous prévienne que ça peut décoiffer un peu. C'est un sujet qui est relativement complexe à appréhender, surtout les notions scientifiques au départ, mais qui sont nécessaires pour bien comprendre la suite. Donc j'ai vraiment essayé de vulgariser autant que possible cette théorie-là, tout en gardant la substance scientifique quand même. Donc ce fameux chemin, si on devait se le représenter, il pourrait ressembler à ça. Donc en fait, il y a plein de choses, faut pas s'accorder aux détails, mais voilà, il y a des pics, il y a des cols, il y a des gouffres, et surtout il y a des pièges à éviter, des pièges dans lesquels on tombe quasiment tous, comme la causalité, le déterminisme, le matérialisme, le hasard, etc. Alors, cette théorie-là, elle est en fait proposée par, comme l'a dit Laetitia, un scientifique qui s'appelle Philippe Guillemant, qui a écrit un certain nombre de livres. Et cette théorie, enfin cette présentation que je vous propose, elle est issue de ce livre-là, La physique de la conscience. Voilà, donc c'est une personne qui est notamment chercheur au CNRS, ce qui est intéressant à son propos, c'est qu'il est très pluridisciplinaire. Il n'est pas comme la plupart des scientifiques engagés dans une seule voie très spécialisée. Lui s'intéresse à plein de domaines différents, ce qui fait que je pense qu'il a un état d'esprit beaucoup plus ouvert que les autres, et ce qui lui a permis notamment d'aller vers cette voie-là. Alors le sommaire, il se décompose en 3 parties, relativement simples. On a une première partie que j'ai nommée déconstruction des illusions, parce qu'il faut bien comprendre que la réalité telle qu'on la perçoit est en fait une pure illusion. Et on va voir pourquoi, qu'est-ce qui nous amène à penser ça.
Et c'est important de comprendre ça pour pouvoir comprendre la suite. Et notamment pourquoi on peut proposer un modèle de la conscience, puisque c'est ça la clé de l'ensemble, c'est la conscience. Et à partir de là, on peut essayer de déterminer ce que pourrait être quelque part le sens de la vie ou un des sens de la vie qu'on peut trouver. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu fais tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Léo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Donc je pense que vous avez tous reconnu l'extrait du film Matrix, qui fait en fait un parallèle très intéressant avec ce dont on parle. Et pour faire l'analogie avec ça, donc les fameuses pilules, la pilule bleue, ça représente finalement le choix matérialiste qui peut nous conduire à continuer à vivre notre vie sans se poser de questions. Et la pilule rouge représente le risque quelque part pris par celui qui trouve que quelque chose ne tourne pas rond dans cette réalité, et qui, en descendant au fond du gouffre du mental quelque part, découvre son esprit avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que en découvrant son esprit peut le rendre libre, joyeux. Et par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que en parvenant à dissocier le mental de l'esprit, en fait, on s'aperçoit qu'on vit dans un monde qui est totalement artificiel et qui ne correspond pas à la véritable nature humaine de l'esprit. Et donc, ce que je vous propose, c'est de prendre la pilule rouge et découvrir cette fameuse matrice, de quoi elle est faite. Donc voilà, j'arrive à la première partie qui est donc la déconstruction des illusions. Pour ça, on va identifier un certain nombre de bugs dans l'espace-temps. Alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec cette notion d'espace-temps. Pour essayer de résumer la chose, en général, on se le représente comme notre espace à 3 dimensions dans lequel on évolue, dans lequel on peut se déplacer, dans lequel se trouve la matière, les planètes, les étoiles, etc. Plus la dimension de temps qu'on rajoute, donc un espace à 4 dimensions. Et en fait, on observe un certain nombre de phénomènes qui vont à l'encontre de cette perception-là de l'espace-temps. Et c'est ce qui nous amène à croire que le monde dans lequel on vit, celui qu'on perçoit, est en fait une illusion. Donc on va identifier 5 bugs ensemble, il y en a d'autres, mais ce sont les plus importants. Le premier bug de l'espace-temps, c'est qu'il est courbé. Et alors ça, c'est assez peu intuitif. On a d'ailleurs du mal à se représenter que l'espace-temps pourrait être courbé. D'ailleurs, si l'espace, c'est du vide quelque part, c'est comme ça qu'on l'interprète, comment est-ce qu'on pourrait courber du vide? Et en fait, c'est d'ailleurs ce phénomène-là de courbure de l'espace-temps qui crée la gravité. Donc s'il existe de la gravité, c'est parce que l'espace-temps est courbé. C'est parce que, notamment, la Terre, de par sa masse, déforme l'espace-temps.
Et donc si on est attiré vers la Terre, c'est parce qu'on est... c'est comme si on était en chute libre permanente en direction de la Terre. Voilà, donc ça c'est le premier bug de l'espace-temps. Le deuxième bug de l'espace-temps, c'est qu'il est pixelisé. Un peu comme notre écran de télévision par exemple. Et ça, encore une fois, c'est assez peu intuitif parce que si on devait mentalement se représenter cette distance, cette longueur minimale, en dessous de laquelle rien n'a de sens, en dessous de laquelle rien n'existe, on pourrait toujours mentalement la diviser en des parties plus petites. Ce qui est pourtant impossible. C'est ce qu'on appelle la longueur de Planck. Donc en fait, c'est un peu comme si on vivait dans une réalité qui est artificielle. Un peu comme dans un jeu vidéo, comme une simulation numérique quelque part. Troisième bug de l'espace-temps, c'est que la matière n'existe pas. Ça, encore une fois, c'est très compliqué à s'imaginer parce qu'on voit bien qu'on est entouré de matière. Voilà, cette table, elle est en bois. Il y a tout un tas de matières qui existent dans lesquelles on est entouré. Nous-mêmes, on est fait de matière. Et pourtant, quand on va analyser de quoi est faite cette matière, si on va regarder les éléments qui sont constitutifs de la matière et qu'on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, on s'aperçoit que c'est vide. On s'aperçoit qu'à l'intérieur, il n'y a rien ou quasiment rien. Si on va au bout du bout, si on zoome autant que possible, tout ce qui reste, c'est une vibration. Donc en fait, c'est une vibration de l'espace-temps lui-même. Donc c'est la vibration de l'espace-temps qui va nous donner cette impression de matière. Donc en fait, quand je touche de la matière, en fait, ce qui se passe, c'est une interaction électromagnétique qui nous donne cette impression-là. Quatrième bug de l'espace-temps, c'est que le vide, en fait, est plein d'énergie. Donc ce qu'on appelle le vide intersidéral par exemple, en dehors de l'atmosphère, on a l'impression que c'est du néant et en fait c'est loin d'être du néant parce qu'à l'intérieur est contenue une quantité énorme d'énergie. D'ailleurs, la plus grosse partie de l'énergie contenue dans l'univers est en fait contenue dans le vide quantique. Donc là, on a à peu près les proportions. Donc la matière visible, celle qu'on connaît, celle qu'on voit, celle qu'on peut toucher, elle représente 5% de la matière, de l'énergie totale. Le reste, c'est notamment de l'énergie noire et de la matière noire. Alors, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais par contre, on sait que ça existe. Et enfin, cinquième bug de l'espace-temps, c'est que le temps n'existe pas non plus, ou en tout cas pas comme on se le représente. Alors ça, pareil, c'est compliqué de se l'imaginer, mais il faut se dire qu'il n'y a aucune différence, aucune séparation entre le passé, le présent et le futur. En fait, le passé existe encore et le futur existe déjà. S'imaginer que le futur se crée au moment où j'avance dans le temps, c'est un peu comme s'imaginer que le sentier sur lequel je marche se crée au moment où je mets le pied dessus et qui disparaît aussitôt derrière moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour l'espace et c'est pas comme ça non plus que ça fonctionne pour le temps. Voilà, donc notre futur existe déjà et notre passé existe encore. Et cette partie-là est extrêmement importante. Et du coup, je l'appuie avec des citations de personnes célèbres, notamment Einstein, qui déjà, il y a maintenant plus de 100 ans, disait que la séparation entre passé, présent et futur est une illusion. Et plus récemment, un chercheur français, qui est Étienne Klein, qui est bien connu également par la communauté scientifique, qui dit que le futur existe déjà, c'est une authentique réalité, mais partiellement configurée. Voilà, alors en fait, la réalité telle qu'on l'aperçoit, c'est... Pourquoi on l'aperçoit comme ça? C'est en fait une interprétation via à la fois nos sens, notre cerveau et notre conscience. Donc nos 5 sens vont percevoir des informations, vont les retranscrire à notre cerveau qui va la transmettre à notre conscience. Et c'est ça qui nous donne cette impression-là, cette impression de réalité. Par exemple, pour la vision, c'est de la lumière qui arrive à nos yeux, qui est ensuite convertie en signal électrique, et qui est ensuite interprétée par le cerveau. Donc ce qui fait qu'entre la réalité telle qu'elle est vraiment et telle qu'on la perçoit nous, il y a plusieurs biais d'interprétation qui vont faire que il y a une différence potentiellement énorme entre cette réalité telle qu'elle est vraiment et telle qu'on la perçoit. Ça va jusque-là? Alors du coup, la réalité c'est quoi en fait? C'est un champ d'information tout simplement. C'est difficile à imaginer, mais tout ce qui nous entoure, donc la matière, nous-mêmes, même nos pensées, le passé, le futur, tout ça c'est un champ d'information qui est commun à toutes nos consciences. Voilà, et donc maintenant qu'on a compris que notre vision de la réalité est une illusion,
que toutes les certitudes qu'on a pu avoir par rapport à ce qu'on voit, ce qui nous entoure, etc., est une illusion. Malgré tout, on a quand même la sensation qu'on existe, qu'on a une vie. Et d'ailleurs, cette vie-là, comment est-ce qu'elle évolue? En fait, on peut se l'imaginer sous la forme de ce qu'on appelle un tunnel de vie. Donc, c'est le propos qu'utilise Philippe Guillemont. Donc, on évoluerait donc, dans l'espace, en fonction du temps et en fonction de toutes les informations qui sont contenues dans le vide quantique. En fait, le vide quantique contient une infinité de scénarios de vie possibles, quelque part, de futurs possibles. Et on a chacun, donc comme on a compris que notre futur existe déjà, on a déjà un futur qui est tracé. Mais il existe une infinité de futurs différents qui existent. Alors là, par contre, il n'y a pas vraiment de consensus sur ce fait-là. Alors, il y a une partie de la communauté scientifique qui est persuadée que le futur existe déjà, mais il n'est pas du tout configurable. Il ne peut pas être modifié. Ce qui fait que selon eux, on vit dans... c'est un peu comme si on vivait un programme informatique qu'on aurait créé pour nous et qu'on n'a aucune possibilité d'avoir une influence dessus. Et il y a une autre partie de la communauté scientifique qui commence à se faire entendre de plus en plus, et dont fait partie Philippe Guillemont, qui dit que par nos intentions notamment, on peut avoir une influence sur notre futur et on peut modifier le scénario qui existe déjà. Et donc, notre tunnel de vie évolue le long de ce qu'on appelle une ligne temporelle. Alors, une ligne temporelle, donc, elle est composée de zones de forte densité d'information et des zones de faible densité d'information. Alors, par exemple, quand je définis un rendez-vous avec quelqu'un, donc je sais qu'à tel jour, telle heure, je serai à tel endroit avec telle personne. Donc, quand je fais ça, je mets un maximum d'informations pour que cette chose-là se réalise. Et donc ça, c'est une zone de forte densité d'information. Et dans une zone de faible densité d'information, quand on définit rien, eh bien le champ des possibles est ouvert et on peut passer d'une ligne temporelle à une autre, donc d'un des futurs possibles à un autre. Par exemple, pour reprendre mon exemple à moi, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'avais commencé à tracer la ligne temporelle d'un ingénieur finalement. J'ai fait une prépa, je me suis engagé dans une école d'ingénieur, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant quelques années, et au fur et à mesure que je faisais ça, je densifiais les informations liées à ce futur-là. Et en plus, avec une vie relativement bien réglée, parce que très peu de temps pour moi, il y avait assez peu de chances que je puisse à un moment donné faire switcher cette ligne temporelle vers une autre ligne temporelle, donc à un autre futur possible. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, et c'est grâce à nos intentions. C'est grâce à nos intentions en respectant certaines conditions, c'est nos intentions qui peuvent modifier ce futur-là. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, si nos intentions sont issues de certains conditionnements, des conditionnements du type les peurs qu'on peut avoir, des addictions, des calculs, des négligences, des croyances, des angoisses, ce genre de choses, c'est des conditionnements du coup, qui sont plutôt négatifs et qui ont tendance à nous amener à aller vers un futur qui soit plutôt destructeur quelque part et qui peut amener de la souffrance. Alors que si on a des intentions un peu plus éveillées, du type liberté, amour, intuition, foi, confiance, etc., on peut basculer vers un futur qui soit beaucoup plus proche d'un accomplissement personnel. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos intentions sont un peu comme des télécommandes des aiguillages de notre futur. Par exemple, si on fait la comparaison avec un train, un train qui veut aller d'un endroit à un autre, il a un tracé qui existe déjà, mais en faisant commuter des aiguillages, il peut changer de direction, il peut changer de destination. Et donc, nos intentions peuvent être comme des télécommandes des aiguillages de notre futur. Et donc, ce qui va être important, c'est est-ce que nos intentions sont plutôt positives ou est-ce qu'elles sont plutôt négatives ? Et ça va avoir un impact important sur notre futur et de quelle façon il va se dérouler. Alors du coup, j'ai une petite vidéo qui permet de simuler cette commutation d'une ligne temporelle à une autre.
Donc là, on voit une ligne temporelle avec une zone de forte densité d'information, ici. Et on arrive dans une zone de faible densité d'information. Donc disons que ça, c'est une période de travail, ici. Ça pourrait être une période de vacances, peut-être, on n'a rien défini. Et dans cette zone d'incertitude, on voit qu'il apparaît au fur et à mesure un nouveau futur, une nouvelle ligne temporelle. Et au fur et à mesure qu'on avance, bah c'est cette nouvelle ligne temporelle verte qui va subsister, et l'ancienne, orange, va disparaître au fur et à mesure. Alors c'est relativement complexe, je sais pas s'il y a des questions, faut pas hésiter, hein, parce que... Non, pas de questions pour l'instant. Ouais. Pardon ? Bah, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est mon exemple à moi où je parlais du fait que quand je me situais ici, par exemple dans une période de travail, il y avait une densité d'informations forte sur le futur lié à une carrière d'ingénieur, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et grâce à mes intentions notamment, et peut-être une zone aussi d'incertitude comme ça, j'ai pu me créer une nouvelle ligne temporelle, et aujourd'hui d'ailleurs j'ai changé de métier, c'est notamment grâce à ça. Voilà, c'est en tout cas comme ça que j'interprète. S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la conscience collective et quelle est votre définition de l'éther? Waouh, alors je suis pas physicien, je suis pas scientifique. Là, je résume vraiment cette théorie-là grâce à un livre que j'ai lu, mais je suis pas du tout assez compétent pour répondre à cette question-là. Mais c'est vrai que la conscience collective, oui, je pense vraiment que ça existe. Après, comment ça fonctionne, je pense que justement, quand on parle d'intention personnelle qui agissent dans un chemin, ouais. La conscience, enfin les intentions extérieures, influencent sacrément. Il y a une intrication entre, forcément, on a des vies qui sont dans une certaine mesure corrélées, donc les intentions les uns des autres peuvent avoir une influence sur les uns les autres. Parce que là, il est très simple, il y a tout ce qui est... Oui, non, bien sûr, là, c'est un résumé, c'est une synthèse pour essayer de comprendre voilà, un peu comment ça pourrait fonctionner. Si on l'applique à votre histoire, votre vécu, la continuité de la ligne orange et verte qui sont en haut à droite, oui. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que ça reste à la même place? C'est-à-dire que ça reste à la même place. Il y a eu des choix, oui. Des opportunités, et donc on n'a peut-être pas été dans cette direction-là, mais on est allé dans celle-là. Oui. Comment est-ce qu'on arrive au même endroit que prévu, malgré tous ces changements? Ah, parce que les lignes se suivent, vous voulez dire? Oui. Ah oui, en fait, bon, c'est une représentation comme une autre. Après, ça pourrait être celle-là, par exemple. Ça pourrait être celle-là, par exemple. D'accord. Donc c'est juste pour dire que c'est deux futurs différents, oui. Voilà, qu'on peut créer. Voilà, donc quand je fais ça, quand j'émets des intentions qui vont avoir un impact sur mon futur, j'émets des informations qui circulent de mon présent vers le futur. Mais l'inverse est possible aussi, il peut y avoir des informations qui circulent du futur vers le présent, par des voies non causales, et c'est ce qu'on appelle la rétrocausalité. Et c'est l'objet de la théorie de Philippe Guillemot. Donc on connaît tous la causalité qui dit que chaque effet est précédé d'une cause, et grâce à la rétrocausalité, on peut comprendre que l'inverse est possible aussi. Donc des informations du futur peuvent circuler vers le présent et avoir une certaine incidence. On a certaines manifestations qui sont issues de ce phénomène-là, comme la voyance, donc les personnes qui ont la capacité de voir le futur d'une certaine façon. Quand on a des intuitions, ça peut tous nous concerner. Les impressions de déjà vu et les synchronicités, par exemple. Les synchronicités, c'est bien une information que l'on perçoit du futur. Il y a également ce qu'on appelle les enfants indigos. Les enfants indigos, ils ont une aura bleue, la couleur bleu indigo. D'accord, oui. Et ils savent des choses du cosmos, ils savent des choses de l'infiniment grand que personne n'a pu leur instruire. Et pourtant, ils le savent. Alors, c'est des enfants qui sont très fougueux, qui sont très entreprenants. Alors, souvent, il y a des parents qui les mettent, qui les envoient chez le psychiatre, et c'est là qu'ils sont détruits, qu'on leur donne de la chimie, etc. Et souvent, ils tournent mal, ces enfants.
Oui, donc c'est peut-être des personnes qui ont Intéressez-vous aux des- enfants indigos. Ouais, ça peut être très, intéressant, Très ouais. intéressant. Oui, il y a effectivement des personnes, je pense, qui ont la capacité de percevoir d'autres informations que le commun des mortels, un espèce de décodeur qui lui permet de voir Là, les d'autres parents choses. ont un rôle énorme parce qu'ils pensent que l'enfant est trop. Et puis ils confient ça à des psys, etc. Et c'est là qu'ils sont détruits. Oui, c'est pas la bonne solution, effectivement. Alors, juste un petit instant, je préfère. Alors vraiment, merci beaucoup pour votre témoignage. On va vraiment rester bien dans le sujet. Je suis désolée, Mais on on est dans le sujet. extrêmement limité dans le temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que David, il pourra pas forcément répondre à toutes ces questions. Non, je vous en prie, on vous laisse vous exprimer, il n'y a pas de problème. Quand je peux C'est juste répondre, qu'on je va réponds. rester focalisé sur. En faisant cette conférence, on s'est bien dit, il ne pourra pas répondre à toutes vos questions. C'est pas sa théorie à lui. Néanmoins, exprimez-vous. S'il peut y répondre, tant mieux. S'il peut pas, faut pas lui en vouloir ou se dire bon, oh là là, c'est pas très complet tout ça. Hein. Évidemment, ça fait partie du jeu pour l'instant, mais voilà. Je t'en prie. Ok. Donc, dans la théorie de Philippe Guillemont, ce qu'il propose, c'est que pour que les phénomènes qu'on observe d'un point de vue scientifique puissent exister, que ce soit cohérent, il faut ajouter 6 dimensions supplémentaires à l'espace-temps. Donc on passerait d'un espace-temps à 4 dimensions à un espace-temps à 10 dimensions. Et alors sans expliquer pourquoi on l'organise comme ça, mais cet espace-temps à 10 dimensions serait organisé autour de 3 systèmes à 3 dimensions, donc 3 couches différentes, plus le temps. Donc on a un premier système à 3 dimensions, et chacun de ces systèmes à 3 dimensions est organisé d'un centre énergétique, d'un centre mental et d'un centre émotionnel. Et le premier niveau de la conscience, du coup, c'est ce qu'on pourrait appeler l'anima. Donc c'est notre psyché instinctive, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on pourrait voir comme notre véhicule quelque part. Alors au niveau de, donc c'est une partie de notre conscience qui est donc instinctive, qui n'a pas conscience d'elle-même. Donc tous les choix qui sont issus de ce niveau-là, de l'anima, sont des choix qui sont conditionnés par tout un tas de choses, hein, par notre éducation, par nos croyances, par notre environnement, etc., etc. Donc on n'a pas de libre arbitre à ce niveau-là. Le niveau supérieur, c'est celui qu'on pourrait appeler le moi. C'est notre psyché consciente. Donc c'est par ce niveau de conscience-là qu'on peut s'entendre penser, par exemple. Et c'est ce qu'on pourrait voir comme étant le conducteur. Et on pourrait avoir tendance à croire qu'à ce niveau-là de conscience, on dispose d'un libre arbitre. Et en fait, dans la plupart des cas, c'est pas le cas, parce qu'on a des liens très étroits entre le moi et l'anima. Ce qui fait que, encore une fois, la plupart des décisions, des choix qui sont pris par ce niveau de conscience sont des choix qui sont conditionnés. Et le niveau supérieur de la conscience, c'est ce qu'on pourrait appeler le soi. Donc c'est notre psyché spirituelle, c'est ce qu'on pourrait avoir comme notre guide quelque part. Donc le soi, c'est la personne qu'on est réellement au fond de nous. Voilà, on pourrait dire ça, ça pourrait être notre être intérieur finalement. Et le libre arbitre, pour que le libre arbitre puisse avoir lieu, il faut établir une connexion entre le moi et le soi. Donc ça c'est extrêmement important, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir notamment vivre des synchronicités, débloquer la fameuse télécommande des aiguillages de notre futur, c'est en établissant une connexion entre le moi et le soi. Et ces deux niveaux supérieurs de la conscience, c'est ce qu'on pourrait appeler l'âme finalement. Et le corps serait le niveau de conscience inférieur. Voilà, donc on l'a vu, ce qui est important, c'est de pouvoir desserrer les liens entre le moi et l'anima et créer un lien entre le moi et le soi. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ? Différents déconditionnements qui sont nécessaires. Il y a 3 déconditionnements qui permettent de faire ça. Alors, on a le détachement qui est lié à l'ego. On a tendance à faire une confusion entre notre ego et notre soi, la personne qu'on est réellement au fond de nous. L'ego, c'est la personne qu'on peut voir en nous, la personne qu'on a l'impression d'être ou que les autres pourraient voir en nous. Et le soi, c'est la personne qu'on est réellement au fond de nous. Et pour que celle-ci puisse s'exprimer, il faut réussir à se détacher de ça. Donc les efforts à fournir pour ça, c'est réussir à accepter le changement, réussir à oublier le regard des autres, accepter qu'on puisse être une autre personne que celle qu'on a toujours cru être.
Et les bénéfices produits par ces efforts-là, c'est notamment le don de soi. Donc si on arrive à se détacher de son ego, ça nous donne l'envie de donner le meilleur de soi-même. Le deuxième déconditionnement, c'est le lâcher-prise, qui n'a pas à confondre avec le détachement. Le lâcher-prise qui est lié au mental, qui nous pousse à faire des comparaisons, des calculs, à ressasser les choses, à essayer de sécuriser, à essayer de prévoir, etc. Et les efforts à fournir pour réussir à lâcher prise, c'est arrêter le fonctionnement du mental, tout simplement. C'est ne pas chercher tout le temps à essayer de raisonner les choses, à essayer de calculer, à essayer de prévoir. Et notamment, un bon moyen de réussir à lâcher prise, c'est notamment dans des efforts physiques ou sportifs extrêmes dans lesquels on n'a plus d'autre choix que de lâcher prise. Et les bénéfices produits, c'est notamment l'intuition. Donc en cultivant le lâcher prise, on peut cultiver l'intuition, et ce qui nous amène aussi en général à prendre les bonnes décisions dans notre vie. Et le troisième déconditionnement, c'est la confiance, qui est liée à l'émotionnel. Si on est conditionné par notre émotionnel, ça nous amène très souvent à ressentir de la peur, à ressentir des angoisses, à ressentir de la colère, donc des choses plutôt négatives. Et pour réussir à développer la confiance, donc se déconditionner de ses émotions, il faut prendre des risques, il faut sortir de sa zone de confort, faire des choses nouvelles, expérimenter des nouvelles choses. Et voilà, vraiment sortir de sa zone de confort, c'est extrêmement important. Et les bénéfices produits, c'est notamment la foi. Alors, ça n'a rien à voir avec une foi religieuse, hein, c'est la foi tout simplement en soi, en ses projets, etc. Et alors, il y a un autre moyen pour établir cette connexion-là, et c'est ce qui m'est arrivé moi, en tout cas c'est ce que je pense, c'est ce qu'on appelle faire une demande. Alors faire une demande, il peut y avoir beaucoup de possibilités différentes pour faire une demande. Ça peut être faire de la méditation pour certains, ça peut être faire du sport, ça peut être faire une introspection d'une certaine façon. Moi, ça a été à un moment dans ma vie de m'intéresser à énormément de choses. Donc je le disais, j'étais dans un quotidien d'ingénieur d'affaires où j'étais extrêmement pris, où j'avais très peu de temps pour moi. Et un jour, j'ai décidé que tout le temps que j'avais à disposition, j'allais me l'accorder pour moi, pour essayer de me cultiver, de me développer sur plein d'aspects différents. Et j'en entendais pas forcément de résultats particuliers, c'était assez inconscient. Et c'est à l'issue de cette période-là, en fait, que m'est arrivée cette synchronicité. Voilà. Et donc, si je devais résumer le propos, finalement, j'ai envie de dire que la meilleure manière de mener sa vie, c'est de tout faire pour favoriser l'élévation de son âme par tout ce qu'on a vu là. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On essaiera d'y répondre. Enfin, je vais me joindre à David pour essayer d'y répondre parce que j'ai un peu suivi le même cheminement. Non? Je ne peux pas. Ah. Ouais. Toute simple. Quel Oui. âge tu as? 31 ans. D'accord. Ok, voilà. Ça, c'est bon, ça je sais répondre. On sait répondre. Les questions comme ça, c'est bon, ça va. Simple témoignage. Allez-y. À l'âge de 12 ans, j'ai fait ma première expérience de radiesthésie. D'accord. À l'âge de 16-17 ans, je me suis mis tout nu devant le miroir de la chambre à coucher de mes parents. Et c'est là que je me suis forgé ma personnalité. Je leur ai pardonné pour tout ce qu'ils m'ont appris parce qu'eux-mêmes, ils ont été manipulés par tous les systèmes. Je parle au niveau religion, etc., etc. Je leur ai pardonné. Et je me suis fait moi-même, être soi-même, pour réfléchir, etc. Et à 18 ans, j'ai adhéré, j'ai co-créé une association de recherche paranormaux et parapsychologique. D'accord. Avec le professeur Wolf, il y a 60 ans de ça, plus de 60 ans. Et on n'a pas pu déposer notre statut au tribunal de Strasbourg parce que le clergé, le diocèse, était opposé. Parce qu'ils n'acceptaient pas qu'un groupe de gens puisse réfléchir en contrario par rapport à eux. Et on est allé à l'université de Fribourg en Allemagne avec le professeur Belder qui avait déjà une chaire à New York. Et à l'époque, il y avait déjà 3 chercheurs permanents qui cherchaient sur ces thèmes-là. Voilà un peu le goût de tout. Après, je me suis fait
je me suis entré sur autre chose. Bon, bref, je vais pas aller plus loin. Maintenant, place aux jeunes. D'accord. Merci. Mais je posais la question par rapport à l'âge, parce que je pense que le regard que l'on a sur la vie est totalement influencé aussi par la longueur de son chemin. Enfin, je veux dire, l'âge. Probablement. À l'évidence. Oui. Plus fort, s'il vous plaît. Donner enfant, souvent, en tout cas pour moi c'était comme ça, enfant j'avais l'impression que moi c'était une éternité. On a l'impression que Il peut répéter la question, David. C'est quoi la question? Pardon, on n'entend pas du tout ici. Hein. plus on grandit et plus on a l'impression que le temps passe vite. Alors je suis pas sûr d'avoir une réponse vraiment totalement complète, mais oui, c'est parce que en fait le temps, on l'a vu, c'est une perception via notre conscience. Donc pardon? Ce serait une question de rythme cardiaque. Je pense que ça peut jouer aussi Avec peut-être. l'âge, le rythme cardiaque est différent et c'est pour ça qu'on a l'impression que le temps passe. Ça peut avoir une influence aussi. Ouais. Bah, je vous propose de passer à la deuxième conférence. Oups là. Oui. Oui. Par rapport à la... Parle plus fort alors. Par rapport à la vitesse des oscillations de la Terre, Oui. qui augmente significativement, le temps change très fort. Depuis une trentaine d'années, ça a évolué. Donc, est-ce que ça, ce que vous expliquez, est ce qui est par rapport aux vibrations et aux fréquences de la Terre, qu'est-ce que vous mettez comme incidence dedans? Bonne Est-ce question. que tu connais Alors- ce sujet des vibrations de la Terre déjà? Alors Philippe Guillemont pense d'ailleurs que toute chose a une conscience quelque part. Donc il pense même que la Terre a une conscience. Donc voilà, ça pourrait être un début d'explication peut-être. Bah, de toute façon, La vibration de la Terre a plutôt diminué, madame. Quand on analyse les vibrations de la Terre, elle a diminué ces dernières 15 années. en tout cas, voilà, on va tout faire pour inviter Philippe Guillemont. Je pense qu'il pourra répondre à toutes les questions parce que là, forcément, nous, on est limité. C'était vraiment juste une première approche avec les travaux de ce monsieur qui me semble vraiment assez précurseur et qui ont fait partie complètement du cheminement aussi de la construction de l'association aujourd'hui qui vous propose cet événement de pure curiosité qui a été rythmé par des synchronicités, des rencontres qui ont fait que le projet s'est un peu construit de lui-même. Voilà, donc c'était important, j'avais vraiment envie qu'on fasse quelque chose autour de ce sujet. Et voilà, on va laisser la parole à Marine. Voilà, on va aller dans un autre domaine. Je t'en prie. Bonjour. Je suis ravie de vous voir si nombreux pour personnellement moi ma première présentation en public. Voilà. Donc, ça va être une première pour vous comme pour moi. J'espère que ça va bien se passer. Donc moi j'ai travaillé dans un cadre universitaire sur les synchronicités. Ça commence à se faire de plus en plus. Je vais essayer. Il faudrait peut-être te mettre au milieu. Non. Est-ce qu'on peut demander aux s'ils gens arrêtent qui de nous déménager leur accueillent parce que qu'ils jouent le jeu? C'est difficile, c'est vraiment difficile, on leur a déjà demandé. Ils ont un concert ce soir. Vraiment, ouais, il y a un concert, c'est pour ça. Ouais, ouais. Moyen de se mettre au milieu. Oui, c'est vrai qu'il y a Allez, je suis. Pardon, excusez-moi. Allez, on va y arriver. Vas-y. Et donc je vais commencer avec tout d'abord les raisons pour lesquelles j'ai travaillé sur un tel sujet qui commence à venir mais qui reste peu habituel pour des travaux universitaires. Donc nous en psychologie c'est ce qu'on appelle la clinique des marges parce qu'on travaille sur des sujets qui sont un petit peu aux frontières de nos thématiques habituelles. Et donc le premier point pour lequel j'ai travaillé sur ça c'est déjà un intérêt personnel pour ces sujets un petit peu paranormaux, exceptionnels, voilà. Et notamment pour les travaux de Jung que je développerai un petit peu plus longuement par la suite. Voilà. Donc c'est vraiment aussi la volonté de faire découvrir un petit peu ces thématiques-là à tout le monde et avec un autre regard que celles par lesquelles elles peuvent être connues. Donc c'est aussi défendre l'intérêt d'étudier ces sujets qui peuvent vraiment avoir une grande importance en psychologie. Ça reste des phénomènes psychologiques comme les autres à étudier. Et donc je trouvais ça très intéressant de défendre ce point de vue. Et enfin voilà, c'est des phénomènes qui restent aussi importants à comprendre et à écouter pour les personnes qui peuvent en vivre. Voilà, et donc ce serait aussi essayer de favoriser un petit peu la parole autour de ces phénomènes, des témoignages qui peuvent en découler. Parce
que parfois ils sont souvent oubliés, mis de côté, ou même ils ne sont pas communiqués, par exemple, aux autres personnes qui les gardent pour eux. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter, moi, mon travail a été, dans un premier temps, de regarder tout ce qui a été fait sur les synchronicités, ou ce que j'appelle aussi les coïncidences significatives. Donc du coup, je vais commencer par une petite définition, c'est quand même bien de revenir au basique. Voilà, donc en fait, dans la littérature, voilà, il y a plein de termes qui ont été utilisés pour parler de ces expériences. Il y a les coïncidences énigmatiques ou les synchronicités, comme c'est appelé ici. Et donc j'ai essayé de noter une définition un petit peu générale de ce phénomène, parce que j'en ai trouvé énormément, donc j'ai tenté une synthèse. Voilà, donc la co-occurrence inhabituelle de deux événements, généralement c'est plutôt deux, n'ayant pas de lien de causalité, ça c'est assez important, mais dans la réunion elle va venir faire sens pour la personne, c'est aussi un élément très important. Voilà, c'est ces deux caractéristiques-là qui sont indispensables pour parler de synchronicité, c'est la causalité. Donc il n'y a vraiment pas de lien causal entre les événements qui ont lieu et le sens que ça vient prendre pour la personne. Voilà. Donc je vais développer ça de manière un petit peu plus longue à travers 10 modèles. Ça s'affiche pas, c'est bien. Bon, petit problème technique. Donc il y a 10 modèles en psychologie qui ont été pas mal développés par leurs auteurs. Donc c'est celle-là que je vais reprendre essentiellement. Donc tant pis pour le schéma, ils sont développés par la suite. Voilà. Donc le premier à avoir travaillé sur les synchronicités, c'est Kammerer. En fait, lui, il a commencé par observer énormément de récurrences d'événements qui étaient assez semblables les uns aux autres. Et il s'est demandé quelle pouvait être l'explication de ça, l'origine de ce phénomène-là. Donc en fait, lui, il a postulé qu'il existerait en fait une loi, donc il a appelé la loi des séries, qui serait une force de la nature comme la gravité finalement, qui existerait comme ça. Et donc les synchronicités découleraient de cette loi qui amène les semblables à se regrouper et à devenir en même temps. Donc ensuite, dans la continuité, on a le modèle de Jung et Pauli, qui est l'un des plus développés sur les synchronicités. C'est d'ailleurs Jung qui a développé le terme de synchronicité. Donc c'est vraiment généralement aussi le plus connu et un des plus complexes que je vais tenter de résumer. Donc ça, c'est issu d'un travail commun entre Jung et Pauli. Donc à la fois un... Oui ? Oui, c'est ce que j'allais faire. Donc Jung qui est un psychiatre suisse et Pauli qui est un chercheur en physique qui a reçu même un prix Nobel pour ses travaux. Pardon ? Il est autrichien, Jung. Non, il était suisse. Donc du coup, ils ont beaucoup travaillé sur les contenus de l'inconscient, et en l'occurrence l'inconscient collectif, une notion que Jung a largement développée, qui serait un inconscient commun à toute l'humanité, en fait, avec des contenus qui seraient partagés par tout le monde. Ces contenus, il les a dénommés archétypes. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est vraiment très long. Voilà. Mais du coup, lui, ils ont beaucoup travaillé sur ça, et finalement, la synchronicité, en fait, serait la manifestation de ces contenus de l'inconscient collectif, donc de ces archétypes, qui seraient... En fait, ils développent que c'est quelque chose de psychophysique. C'est-à-dire que c'est des contenus qui sont inconscients, donc psychiques, mais ils peuvent se manifester dans le monde physique, et donc provoquer des événements, les synchronicités, parce qu'en fait, ils auraient cette capacité à être à la fois physique et à la fois psychique. C'est aussi ce qu'ils dénomment l'unus mundus, c'est-à-dire un monde où tout ne serait qu'un, la matière physique et la psyché, en fait, ne seraient que les deux faces d'une même pièce. Ce ne serait vraiment que la même chose. Et après, ils développent aussi toute l'importance des synchronicités dans leur fonction compensatrice, en fait, où elles adviendraient généralement dans des moments où le conscient et l'inconscient seraient en fait en rupture, et où la personne aurait besoin de cette manifestation pour aider à se sortir d'une situation d'impasse. Voilà. Ensuite, il y a le modèle de Farr, qui est un scientifique allemand. Donc lui, il a développé un modèle sur les expériences exceptionnelles de manière générale, donc qui inclut les synchronicités. Et en fait, il s'est basé sur deux concepts en particulier, le modèle du monde, donc c'est-à-dire tout ce qui advient dans le monde extérieur, et le modèle de soi, donc c'est-à-dire tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de nous. Donc avec ces deux modèles, il a fait une classification des expériences exceptionnelles, et donc il y a deux pôles, avec des phénomènes qui sont soit externes, soit internes, et des phénomènes soit de dissociation entre des éléments de soi et du monde, ou alors des phénomènes de coïncidence, donc avec
vraiment des éléments de soi et du monde qui adviennent en même temps. Et donc pour lui, la synchronicité, ce serait justement du coup un phénomène externe où des éléments du monde et des éléments de soi viennent se connecter alors qu'habituellement ils sont déconnectés, ce qui provoquerait donc cette synchronicité qui serait finalement en fait une anomalie par rapport à nos perceptions habituelles. Ensuite, Stanford a beaucoup travaillé aussi sur les synchronicités et lui il a développé l'idée qu'en fait l'être humain posséderait une fonction de scanner. Donc de manière inconsciente, on serait en permanence en train de scanner notre environnement pour on percevrait de cette manière-là des informations qui nous seraient utiles en fait, qui seraient intéressantes pour nos objectifs, notre manière de vivre. Et en fait, on s'adapterait, une fois encore de manière inconsciente, à toutes ces informations perçues, de manière implicite. Et c'est cette adaptation aux informations perçues dans notre environnement qui provoquerait les synchronicités. Voilà. Donc après, il précise que cette fonction n'est pas suffisante, que de percevoir des informations à droite à gauche, aussi utiles soient-elles, n'est pas suffisant, et il faudrait vraiment que ce soit pour répondre à un besoin assez fort, ou que ce soit pour remplir une opportunité importante. Ça n'arrive pas dans n'importe quelle situation. Dans la même lignée, Storm et Talbourn ont développé un modèle assez proche, mais eux, plutôt que de parler d'un scanner inconscient, ils ont préféré utiliser une attitude pour expliquer les synchronicités. Donc eux, ils développent l'attitude proactive, qui serait en fait simplement la préférence d'un état qu'ils appellent l'état E, et ce serait un état qui serait propice à déclencher les coïncidences ou les synchronicités. Donc pour eux, il suffirait, entre guillemets, d'avoir cette attitude pour déclencher les synchronicités. Bon, ils expliquent quand même que c'est pas si simple que ça. Cette attitude proactive, ce serait, ils utilisent pour ça l'analogie des dominos. L'attitude, ce serait le premier domino, la synchronicité, le dernier domino, et entre le premier et le dernier, il faut plein d'autres dominos qui participeraient justement à faire advenir la synchronicité. Donc du coup, ils développent des conditions qui seraient nécessaires, mais donc non suffisantes, il en faudrait beaucoup pour faire advenir la synchronicité. Et en l'occurrence, ils ont beaucoup travaillé sur un trait de personnalité donc transliminaire. C'est un mot un petit peu barbare pour dire qu'en fait, les frontières psychiques seraient plus perméables, en fait, donc il y aurait plus facilement des mouvements entre l'extérieur et notre psyché. Voilà. Donc ensuite, il y a Bressan, qui a beaucoup travaillé aussi sur les synchronicités, et donc plutôt sur les conditions qui viendraient faciliter les synchronicités, et en l'occurrence, l'existence de traits potentiels de personnalité qui favoriseraient la survenue de synchronicité. Donc elle a par exemple fait l'hypothèse qu'il y aurait une corrélation entre des croyances paranormales et la survenue de synchronicité. Et donc finalement, dans ses études, elle a trouvé que ça se corrélait plutôt pas mal avec les croyances, mais plutôt avec le style de raisonnement des personnes en fait. Et donc en fait, la synchronicité, ce serait le résultat d'une manière de raisonner particulière, donc en préférant mettre des significations sur le hasard. Enfin, donc c'est vraiment une manière de raisonner. Et il y a d'autres études qui ont étudié aussi les traits de personnalité en lien avec les synchronicités. Et par exemple, des études ont démontré qu'avoir tendance à rechercher du sens ou à se référer à soi-même pouvait participer à faire vivre plus de synchronicité que les autres personnes. Ensuite, Freud. Même Freud a travaillé sur les synchronicités. C'est quelque chose de peu connu, mais il a en tout cas développé quelques théories sur les phénomènes paranormaux, dont les coïncidences. Et donc il a tenté, lui, une explication psychanalytique de ce phénomène-là. Pour lui, en fait, la coïncidence, ce serait une tendance à mettre du sens sur le hasard en projetant en fait ses attentes et ses désirs sur ce hasard. Et pour lui, ça nécessite deux conditions. Donc vraiment une attention de l'inconscient, qui doit faire attention à tous ces détails sur lesquels mettre du sens. Et ce qu'il appelle une complaisance du hasard, c'est-à-dire en fait la tendance du hasard à réussir à correspondre à ce que le sujet attend du hasard, justement. Donc il va vraiment faire cause pour le psychisme et rendre service et s'adapter à ce que le psychisme veut que le hasard fasse, finalement. Ensuite, Bronner, qui est plutôt un biologiste, il me semble. Et lui, en fait, il a plus trop travaillé sur le raisonnement et notamment les biais et les tentations inférentielles. Ça, c'est des termes un petit peu barbares. Et en fait, il a mis en avant que l'esprit humain n'était pas capable de raisonner correctement à propos du hasard.
on a tendance à largement sous-évaluer les probabilités ou à mal calculer ces probabilités. En fait, on aurait vraiment des dispositions cognitives qui influenceraient notre manière de percevoir le hasard, et il en a dégagé 2 en particulier. Donc le biais de représentativité, donc c'est notre tendance à percevoir le hasard comme étant quelque chose de juste et d'équiprobable, c'est-à-dire que par exemple entre 2 solutions, s'il y a normalement une équiprobabilité entre ces 2 solutions, il devrait y avoir 50% d'un côté, 50% de l'autre. Ça c'est notre représentation du hasard, mais dans les faits, on peut tout à fait tirer 50 fois une pièce et n'avoir que 50 piles. C'est probable. Et ensuite, il y a le biais de négligence de la taille de l'échantillon, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir tendance à sous-évaluer les probabilités d'un événement. Mais en fait, finalement, quand on regarde le nombre d'événements qui se déroulent, finalement, la probabilité qu'un de ces événements finalement extraordinaires advienne n'est pas si faible que ça. Donc, tous ces biais-là vont influencer sur notre manière de raisonner, et du coup, Bronner dégage en fait ce qu'il appelle des tentations inférentielles. C'est un autre mot simplement pour parler de différents raisonnements qui existent. Et en fait, tous ces raisonnements vont être plus ou moins attractifs pour l'esprit. Et du coup, pour lui, les synchronicités, ce serait en fait la tendance à choisir plutôt cette manière de raisonner en mettant du sens sur le hasard, par confort cognitif en fait, parce que le style de raisonnement amenant à mettre du sens est plus confortable cognitivement et plus attractif pour notre esprit que les autres explications. Ensuite, il y a également des mathématiciens qui ont travaillé sur les synchronicités, donc Diaconis et Mosteller. Eux, donc, ils avaient la volonté d'expliquer les coïncidences par les statistiques. Et du coup, à travers leurs travaux, ils ont dégagé 3 catégories de ce qu'ils appellent des fausses coïncidences, mais qui pour eux expliqueraient la majorité des témoignages de synchronicité. Et donc ils parlent de crypto-coïncidences, où finalement là il y aurait une cause cachée qui viendrait expliquer le phénomène. Des pseudo-coïncidences, où là ce serait un facteur psychologique qui viendrait expliquer le phénomène. Ou encore des exceptions, ce qui reprend en fait le biais de négligence de la taille de l'échantillon, où là vraiment les personnes sous-estiment la probabilité d'un événement. Et donc ça les a amenés à développer la règle des grands nombres, la loi des grands nombres, qui postule que dans un échantillon suffisamment vaste, donc avec suffisamment d'événements, la probabilité qu'un événement, même extraordinaire, advienne, et bien finalement, voilà, elle n'est pas très élevée. Elle est assez élevée. Et finalement, il y a aussi Brugger et Taylor qui ont travaillé sur les synchronicités. Eux, c'est également des biologistes, et ils ont postulé qu'en fait, ce serait en lien avec une altération du cerveau. Donc en fait, les personnes qui auraient tendance à vivre des synchronicités auraient simplement un fonctionnement cérébral différent. Ce ne serait pas une question de trait de personnalité ou de raisonnement, mais vraiment même d'une différence cérébrale. Donc en fait, ce qu'ils appellent l'apophénie, c'est un trouble qui est connu. Voilà, c'est une altération du discernement qui amène les gens à mettre du sens et à trouver de la signification dans des éléments, alors normalement où les autres personnes n'en verraient pas. Voilà, et donc en fait, ils perçoivent vraiment des données qui, pour eux, vont apparaître comme importantes, ayant du sens, alors que les autres personnes n'en mettent pas. Donc ensuite, je vais développer de manière un peu plus précise ma recherche à moi. Donc, quand j'ai fait le tour de toutes ces explications, je me suis dit, voilà, moi mon objectif n'est pas d'expliquer les synchronicités, mais de travailler sur le sujet et en fait d'écouter les témoignages des gens. Parce que je me suis rendu compte qu'actuellement, le discours qui est dominant en psychologie et dans le monde médical, il associe en fait ces expériences-là, donc de synchronicité ou même ces expériences exceptionnelles, à la psychose en fait, donc à la folie en termes plus normaux. Et en fait, il y a vraiment une intériorisation de cette conception, voilà, par le public, et même par les professionnels, qui du coup marginalisent un petit peu ces témoignages qui ne sont pas écoutés ou qui ne sont même pas partagés. Et finalement, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que la schizophrénie, donc la psychose, elle est 10 fois moins présente que le nombre de témoignages dans la population générale. En fait, la prévalence de la schizophrénie est estimée à 1% dans la population générale. Et quand on regarde dans les études, il y a près de 10% de la population générale qui estime avoir vécu une expérience de synchronicité ou une expérience exceptionnelle. Donc on se rend bien compte qu'il y a un décalage, même dans leurs associations. Donc moi, mon objectif, c'était d'inscrire ma recherche dans la clinique différentielle. Donc je vais vous expliquer ce que c'est.
c'est essayer de développer un modèle un peu plus neutre de ces expériences exceptionnelles et des synchronicités, sans juger immédiatement du fait que ce soit une pathologie ou non. Et pour ça, c'est important de définir justement les zones de chevauchement entre ces expériences exceptionnelles et la psychose, et les zones de distinction, pour essayer d'aider les personnes à définir si, quand ils vivent ces expériences-là, ça peut s'inscrire dans une pathologie, ou alors est-ce que ça s'inscrit juste dans leur histoire de vie sans venir forcément signifier des problèmes au niveau psychologie ou même une pathologie. Voilà. Donc pour ça, au niveau universitaire, j'ai mis en place une méthode avec des outils, une population bien définie. Ça, je vais tenter de faire rapidement pour pas trop vous ennuyer. Donc je me suis plutôt penchée sur juste quelques cas en particulier. J'ai même utilisé finalement que 8 personnes pour cette étude. Et j'ai fait une comparaison entre 2 groupes. Donc assez simplement, un groupe de personnes tout venant. Donc j'ai fait un appel à candidature sur les réseaux sociaux. Et un groupe de 4 personnes qui étaient hospitalisées dans une unité psychiatrique. Voilà. Donc j'ai fait ma comparaison entre les 2 groupes pour cette étude. Et j'ai utilisé comme outil l'entretien. En tant que psychologue, c'est notre outil principal. Voilà. Et j'ai également aussi utilisé la théorisation ancrée. Ça, c'est une méthode d'analyse. En fait, j'ai simplement analysé donc les témoignages que j'avais retranscrits. Et en fait, je les ai transformés en schémas, comme vous pouvez voir sur la droite. Et en fait, c'est sur ces schémas que j'ai travaillé. En fait, je voulais vraiment rester au plus proche des témoignages, rester dans ce qu'on appelle une approche qualitative, c'est-à-dire vraiment tenir compte de la singularité et du fait que chaque expérience était unique et recelait des informations importantes. Et j'ai vraiment voulu garder cette richesse-là de l'expérience de chacun pour travailler. Donc sur les schémas, chaque schéma était unique et correspondait à un participant en particulier. Et donc j'ai travaillé sur les 8 schémas pour obtenir mes résultats. Donc en l'occurrence, j'ai identifié au sein de ces schémas 6 thématiques qui étaient communes à tous. Et donc j'ai regardé un petit peu dans chaque groupe les caractéristiques sur ces 6 thématiques. Donc et ensuite, j'ai comparé les caractéristiques des 2 groupes. Et il s'est avéré qu'en fait, il y avait une différence sur 5 des 6 caractéristiques. Et donc pour moi, ça a été du coup l'occasion de faire... Ça n'apparaît pas non plus. Ça, c'est pas pratique. Ça a été pour moi l'occasion de faire l'hypothèse qu'en fait, ces 5 caractéristiques qui étaient différentes entre les 2 groupes pouvaient justement être des critères de diagnostic différentiel, donc des critères qui permettraient de faire la distinction entre la présence d'une pathologie ou simplement l'inscription dans une histoire de vie. Alors le problème, c'est que les 5 critères, je ne les ai pas sur ma feuille. Voilà. Donc les 5 critères, c'est la fréquence de l'expérience. Donc, par exemple, les personnes du groupe tout venant avaient tendance à vivre moins de synchronicité, mais des synchronicités plus fortes. La nature des éléments déclencheurs. Souvent, dans le groupe tout venant, les éléments déclencheurs, c'était vraiment des périodes de bouleversement, par exemple suite à un divorce, suite à le passage à la retraite, suite même à une dépression. La nature des changements engendrés. Donc une fois encore, là dans le groupe tout venant, les changements étaient plutôt positifs, contrairement au groupe de personnes hospitalisées où là les changements étaient généralement moindres et pouvaient même être négatifs en fait. Il y a également la possibilité d'une réflexion et d'une intégration. Les personnes dans le groupe tout venant avaient généralement cherché des informations sur les synchronicités, s'étaient renseignées, avaient tenté de réfléchir sur l'impact que cette expérience avait pu avoir sur eux, alors que dans le groupe de personnes hospitalisées, ils y réfléchissaient, mais ils restaient plutôt centrés sur leur propre expérience, n'allaient pas essayer d'en discuter ou de faire des recherches autour de ce sujet-là. Et enfin, il y a aussi la signification donc apportée, où là, les personnes tout venant associaient plutôt ça à une confirmation de leur choix, quelque chose qui leur indiquait qu'ils étaient vraiment sur la bonne route, alors que les personnes qui étaient hospitalisées voyaient ça plutôt comme la manifestation de certaines caractéristiques ou parfois même juste le signe de la pathologie. Eux-mêmes avaient intégré cette idée comme quoi ces expériences venaient même signifier leur pathologie. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, on y va. Alors, si vous avez des questions à poser à Marie,
c'est finalement, vous, en dehors de tout aspect purement scientifique ou universitaire, quelle est votre conviction par rapport aux 10 modèles que vous avez proposés? Est-ce qu'il y en a un vers lequel vous pensez naturellement? Alors pour répondre à la première question, moi j'ai la chance de travailler à l'université de Lorraine, où en fait en psychologie on a 2 universitaires en particulier qui travaillent déjà eux-mêmes sur ces sujets, comme plusieurs psychologues en France. Je ne suis pas la première. Et en fait donc mon mémoire a été très bien accueilli parce que j'ai travaillé sous la direction de Renaud Évrard qui travaille donc énormément sur ces thématiques-là. Donc j'ai été encadrée par un professionnel qui connaissait les sujets. Ça se développe de plus en plus à l'université de Lorraine. Donc finalement, il n'y a pas eu de scepticisme. On a même des conférences qui commencent à apparaître sur ces sujets-là, des cours également dans notre parcours de master. Donc quand j'en parlais autour de moi, ça peut avoir certains peuvent être sceptiques, mais à l'université, ça a été très bien accueilli et c'était même plutôt de la curiosité en fait pour ces sujets-là. Voilà. Et pour répondre à la deuxième question, je dois dire que personnellement, je trouve les 10 modèles très intéressants. J'ai toujours une tendance à pencher pour les modèles plus psychodynamiques, plus dans le psychisme. Par exemple, celui de Jung ou celui de Freud qui peuvent se ressembler. Mais après, il ne faut pas négliger aussi le fait que les statistiques parfois sont simplement sous-évaluées et ça peut expliquer quand même beaucoup de synchronicité. Je pense que tous ont une part de vérité et tous peuvent expliquer des synchronicités de manière différente. Chaque synchronicité peut être expliquée par l'un ou l'autre des modèles ou même plusieurs, pas d'autres. Voilà. Moi, je pose une question aussi. C'est quoi la suite de ce mémoire? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Comment tu vois ce travail, ton travail, toi par Alors, la suite, je sais qu'elle m'a été demandée par plusieurs personnes qui m'ont demandé si je voulais continuer sur ce sujet-là. Alors moi, je vais continuer sur une thèse, en fait, en particulier, mais je ne vais pas rester sur les synchronicités. Je pars sur une autre thématique qui reste dans les expériences exceptionnelles. D'ailleurs, je vais travailler sur la lucidité terminale, c'est-à-dire en fait des personnes qui sont atteintes de graves maladies et qui, en fin de vie, vont récupérer entièrement leurs capacités perdues. Donc, par exemple, ça se voit le plus souvent dans les maladies d'Alzheimer, où après des années de perte de mémoire, de perte même de la motricité, des personnes alitées qui avaient perdu toute capacité même à parler, se remettent à marcher, à communiquer avec leurs proches, à leur faire leurs adieux, à les reconnaître, et décèdent en fait quelques temps après. Voilà. Tu reviendras quand tu auras Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, c'est bon. J'aurais juste un petit bémol. Vous pourriez revenir sur la slide précédente où il y a les possibilités d'une réflexion et d'une intégration ou signification apportée à l'expérience. Vous dites que les personnes hospitalisées ne sont pas très sensibles, ne font pas de recherche sur les synchronicités elles-mêmes ou elles ne donnent pas tellement de signification. C'est bien ce que vous avez dit. Alors, elles leur donnent une signification, mais plus en lien avec une pathologie ou des capacités qui leur seraient propres. Et alors, ils n'ont pas tendance à faire des recherches sur le sujet, personnellement, mais après, ils se posent quand même des questions, mais ils restent en fait très centrés sur eux-mêmes. Ils n'en parlent pas aux autres, ils ne vont pas aller y réfléchir aux autres, et en fait, finalement, ils se laissent presque porter par cette expérience, sans essayer forcément d'y réfléchir particulièrement. Ils acceptent les choses, ils les prennent comme elles viennent, comme des expériences qu'ils vivent, qu'ils ont appris à accepter, et en fait, ils ne vont pas forcément chercher à plus loin que ça. J'aimerais juste apporter une information, c'est que ces personnes, si elles fonctionnent comme ça, c'est qu'elles sont sous médicaments. Et que donc, elles n'ont pas cette possibilité-là d'avoir du recul par rapport à ce qui leur a pris. Et donc, ça, il faut absolument en tenir compte dans un travail quelque part, parce que c'est vraiment la clé de ce positionnement différent. C'est la chimie. Je parle d'expérience. C'est une camisole chimique. Voilà, c'est ça. C'est la camisole chimique qui les empêche de réfléchir, qui les empêche de prendre le recul. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, alors d'abord le monsieur derrière. J'ai parlé assez fort. On parle de la fréquence de l'expérience. On a vu que certains mathématiciens travaillaient sur une notion de probabilité. Est-ce qu'à l'université de Lorraine, on travaille aussi sur la probabilité de l'expérience et le couple fréquence-probabilité? Je pense à Philippe Guimand qui parlait de la décharge du hasard. Dès qu'on ne sait pas où il c'est le hasard, et puis on va l'autre dedans. Et je pensais à Nassim Haramein, un physicien, et
Alors actuellement, les recherches en psychologie à l'Université de Lorraine portent plutôt sur en fait la prise en compte des expériences et l'effet que ces expériences peuvent avoir en fait sur les personnes qui les vivent. On cherche pas forcément justement à trouver des modèles explicatifs. On est plutôt dans l'étape d'après en fait, voir quel effet cela peut avoir, quelles répercussions. Enfin, c'est plutôt ce type de recherche là. Après, je pense que il y en a plein qui peuvent être mis en place, c'est des domaines assez vastes de recherche, et je pense qu'au fur et à mesure, quand les recherches vont se mettre de plus en plus en place, il y en a certaines qui pourront se faire sur ces sujets-là. Après, peut-être pas dans le cadre de la psychologie. Non, effectivement, je trouve que c'est plus, c'est peut-être quelque chose de pluridisciplinaire, comme on disait avant, la physique et la psychologie. Mais quelque part, ça objective le phénomène. Enfin, je prends l'exemple, on voit des voitures rouges. Bah, oui, il y a forcément, on va en avoir. Maintenant, si une personne voit tel phénomène avec une probabilité extrêmement faible et que ça se reproduit, est-ce qu'on ne sort pas du domaine du hasard pour entrer dans un autre phénomène qui serait post-matérialiste comme explication, ou comme dirait Philippe Clément, qui viendrait du futur ou d'une autre dimension? Marine, mais je ne sais pas si tu peux répondre à ce que tu... Après ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez subjectif. À partir de quel nombre de répétitions, on va dire, ce phénomène-là dépasse les probabilités du hasard. Je pense que c'est aussi à chacun de se dire, là, je pense que ça dépasse le simple hasard et ça vient signifier quelque chose. C'est aussi quelque chose de très personnel et je suis pas sûre que... Je pense que certains s'y lanceront. Bon, je pense qu'on essaie de déforester, vraiment d'aller vers tous les sujets. Mais après, objectiver cette limite en fait entre le hasard et la synchronicité ou des phénomènes au-delà du hasard. Alors, si j'entends juste pour finir, c'est que Nassim Haramein a publié avec un autre docteur une publication dans une revue Comité de lecture sur justement les calculs de probabilité. Il a démontré que le hasard ne pouvait pas rentrer en explication sur la fabrication d'une molécule. Il prenait l'exemple de cette molécule qui existe dans le vivant. Et il explique qu'il y a beaucoup plus de probabilités que le vent, la pluie, la poussière, par hasard, fabrique Manhattan, que de probabilités que cette molécule, par hasard, s'assemble pour former une protéine. Et ça a été publié et ça a été repris d'une publication scientifique assez récente, et qui vient un peu casser c'est une des illusions que soulève Philippe Clément, c'est le hasard qui sert de poubelle et qu'on ne sait pas. Et donc, il y a des phénomènes effectivement qui sortent du hasard et qui prennent une forme d'objectivation du phénomène. On sort du subjectif de je pense que ou j'ai le ressenti. Voilà. Peut-être qu'on voit une réflexion par rapport à... En tout cas, j'irai voir. Merci. On va prendre la dernière question. Je voulais savoir s'il y avait des sites qui collectaient en fait l'usage scientifique, des expériences un peu particulières qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'il existe des sites web? Alors, des sites internet où seraient stockés les témoignages, ça je ne sais pas, mais je sais que personnellement j'ai travaillé avec l'IMI, l'Institut Métaphysique International, et le centre CIRCE, qui est un centre de ressources sur les expériences exceptionnelles. Et en fait, ces deux centres-là en fait s'intéressent aux témoignages et peuvent, par exemple, vous pouvez leur envoyer par mail des témoignages d'expériences exceptionnelles et ça peut déboucher sur des rencontres ou des discussions, ou même effectivement ils doivent avoir des bases de données. Ça peut aussi amener à des consultations par téléphone, des entretiens, voilà.